Peut-être justement un mot des sciences humaines pour conclure cette table ronde. Pierre-Antoine, qu'est-ce que ces propos vous ont inspiré au regard des propos introductifs que vous avez eus, qui étaient plus qu'introductifs, ils étaient un peu analytiques déjà. Je vais essayer d'aller très vite vers trois réflexions. La première, elle me fait réagir sur la question d'égalité territoriale. Vous allez me dire, rien à voir. Et pourtant, là, on a trois territoires qui ont montré trois postures, trois dynamiques différentes et qui interrogent cette question de l'égalité des territoires. Alors, je ne fais pas beaucoup de références bibliographiques, mais je vous en conseille une, Philippe Estèbe, un petit livre qui s'appelle L'égalité des territoires, qui vient de sortir et qui part de la situation française, de l'égalité des territoires comme étant l'égalité d'accès aux droits, et en particulier d'accès à l'énergie. Tout le monde a le droit à la même énergie partout, de la même façon, et qui est de plus en plus remise en cause par des causes techniques, mais aussi des modèles qui apparaissent comme étant porteurs de valeurs différenciées. La deuxième, c'est l'égalité des places. Alors ça, c'est la grande période de l'aménagement des territoires, la DATAR, etc., qui a aménagé le territoire énergétique aussi, là du nucléaire, là de l'hydraulique, là du gazier, etc. Ça a une efficacité monstrueuse, à tel point que maintenant aussi, il s'agit de les rediscuter. Et tout le monde a dit, on ne sait pas où on va. Et il y a quand même un auteur de sciences humaines qui nous offre une piste que je vous invite à réfléchir, c'est Pierre Rosanvallon, qui nous parle d'égalité relation. C'est-à-dire que maintenant, l'avenir des territoires, c'est la capacité qu'ils auront à affirmer leurs propres projets pour pouvoir rentrer en relation avec d'autres. Et là, on a vu trois projets énergétiques qui peuvent rentrer en communalité, c'est-à-dire l'espace de communalité, l'espace de dialogue, et en particulier pour les espaces ruraux, la capacité de rentrer en dialogue avec les futures métropoles, dans lesquelles on voit comme un autre champ, d'ailleurs, ce qui est celui de l'alimentation, on voit l'énergie s'affirmer comme un espace de communalité, un espace dans lequel la qualité des projets permettront de développer l'égalité territoire. La deuxième réflexion, c'est sur la fonction du réseau. Ici, on est dans un réseau extraordinaire. On est dans un réseau non hiérarchisé. Il n'y a pas de chef. TEPOS, Leclerc, etc., personne ne sait trop ce que c'est, etc., mais il n'y a pas de chef. Par contre, il y a des personnalités. Et chacun d'entre vous fait personnalité, avec un parcours qui lui est propre, une capacité de médiation qui est peut-être différente sur les uns, mais qui font personnalité. Et pour moi, ce sont des espaces d'une richesse extraordinaire quand il s'agit d'interroger la crise, d'interroger le sens. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans quelque chose où la recette est donnée, mais on est dans quelque chose où on sait que le sens il sera donné par la confrontation entre les expériences, des lieux de ce que j'appelle la capitalisation de l'expérience, où on va pouvoir questionner, on va pouvoir problématiser, on va pouvoir confronter, et on va pouvoir donner quelque chose qui va être transmissible à d'autres. Et ça, je crois que interroger la notion de réseau, c'est ça, mais c'est aussi interroger la notion de réseau sur sa capacité à changer les normes. Quand j'ai parlé des normes tout à l'heure, ce n'est pas tout seul qu'on change une norme. C'est en se groupant, c'est en faisant des propositions. Et là, vous avez vu le réseau TEPOS qui a réussi à imposer dans la loi de transition énergétique quand même TEP-CV, si j'ai bien compris, et qui est quand même une avancée formidable des territoires. Et on peut penser que là, vous êtes confronté, ou on est confronté à des questions autrement plus complexes maintenant, qui vont être la confrontation avec d'autres acteurs qui, à mon avis, sont les syndicats d'électricité, et que là, la notion de réseau sera très importante. Et enfin, troisième idée, interroger la notion de démocratie locale. Et on est à l'heure de l'anniversaire de la mort de Louis XIV, qui nous a transmis une chose, c'est l'omniprésence en France de la notion de souveraineté, et dans laquelle on est encore. Quand on regarde la loi sur les communes, 1884, un acquis, soi-disant, c'est les communes qui acquièrent la compétence générale, c'est-à-dire les communes se saisissent de tout ce qui les concerne. Mais ce qui en fait des mini-souverainetés à côté d'une grande souveraineté nationale qui donne le modèle. Et comme la grande souveraineté est en panne, il n'y a plus de panne de sens en bas. Et donc, ça interroge sur cette notion de souveraineté et ça interroge sur cette notion de démocratie locale. Vous avez vu que ces jours-ci, il y a un autre livre de Pierre Rosanvallon qui sort, qui met en cause le fait qu'il n'y a plus de débat, il n'y a plus de délibération, sauf éventuellement au niveau des exécutifs. Si vous êtes élu, vous devez savoir ce que ça veut dire. Si vous siégez dans des assemblées délibératives, vous savez que maintenant les décisions se prennent au sein des exécutifs, ils ne se prennent plus au sein des assemblées délibératives, ce qui pose la question du sens de nos démocraties. Eh bien, repenser
La démocratie délibérative, c'est aussi retrouver des espaces de débat, des espaces de choix dans lesquels eh bien, on va réinventer, réenchanter la démocratie. Et l'énergie est un lieu merveilleux pour réinventer cette démocratie. Je vous remercie. Alors, il y a des gens qui demanderaient à poser des questions. Non, mais vous imaginez qu'on est dans un espace démocratique ? Ça va être délicat. Malheureusement, du fait du retard initial qu'on a consciencieusement maintenu tout au long du débat, et dans la mesure où le départ des visites, dans laquelle, à mon avis, vous êtes tous, pour laquelle vous êtes quasiment tous impliqués, qui est à 17h30, mais pas ici même, hein, quelque part plus bas, on ne va pas prendre beaucoup plus de retard que ça, je m'en excuse. Et je vais déjà m'auto-censurer, finalement, puisque, comme évoqué Pierre-Antoine Landel, Leclerc, qui est déjà une entité qui n'est pas connue, va rester méconnu, puisque je vais sauter ma propre présentation, qui a toujours d'ailleurs un peu le rôle de tampon, enfin, de fin de conférence. Donc ça va s'appliquer parfaitement. Juste 3 idées, très clairement. Leclerc, déjà, qui est l'entité, l'association qui me salarie, c'est l'entité qui porte le réseau Territoire à énergie positive. C'est quand même l'information importante. Dont je suis aujourd'hui l'animateur, et plus l'unique animateur, ce qui est une excellente nouvelle pour moi, puisque depuis le mois de juillet, Esther Bayeul, qui est au premier rang, qui va même se lever, c'est toujours vachement agréable, comme ça vous pourrez l'identifier, est arrivée comme chargée de mission, et on va travailler ensemble. Bon, attendez, elle n'a pas fait ses preuves encore. Mais on va travailler ensemble justement sur toutes les dynamiques d'animation, de création d'espaces d'échange, d'une part, mais aussi, aujourd'hui, le travail de popularisation du concept de territoire à énergie positive n'est plus à faire, puisque la ministre Ségolène Royal le fait à notre place. Ce qui va rester aujourd'hui, puis évidemment, elle est beaucoup plus puissante en termes de communication. Ce qui va nous rester, nous, de toute façon, et qu'on fait depuis le début, c'est tout le travail d'échange. Parce que je ne pense pas qu'on peut compter sur le ministère pour créer beaucoup d'espaces d'échange dans lesquels vous allez intervenir. C'est généralement pas la manière dont il fonctionne, c'est plus un constat qu'un jugement. Et de toute façon, nous, on travaille main dans la main avec le ministère aussi autour du déploiement de la transition énergétique territoriale. Ce qu'on va faire de plus en plus, c'est vous apporter un certain nombre d'outils méthodologiques sur lesquels on a commencé de travailler, des choses très simples, très pragmatiques. Il y a des choses qui, à mon avis, sont utiles pour les élus, c'est de savoir, une fois qu'on aura fait une transition énergétique vers le 100% renouvelable, combien il faut investir. Ce n'est pas des milliers d'euros, c'est des millions d'euros, c'est des dizaines et des centaines de millions d'euros. C'est bien de le savoir avant de démarrer. Du coup, qui va porter ces projets-là ? Qu'est-ce que ça veut dire? Combien d'éoliennes? Ça veut dire combien de panneaux solaires? Est-ce que je peux faire un panneau solaire sur le toit de la mairie? Est-ce que ça va suffire? Voilà. Ce genre de questions-là, finalement, je suis un peu dans la caricature, mais souvent, les gens n'ont pas conscience de l'ampleur des projets à mener et de l'ampleur des investissements à mener. Bon, là-dessus, on va essayer d'apporter quelques outils méthodologiques utiles. Mais ce qu'on fait aussi, c'est 2 autres choses. La première, d'ailleurs, qui préexistait finalement au programme Territoire à énergie positive pour la croissance verte du ministère, c'est le principe d'une reconnaissance territoire à énergie positive, c'est-à-dire que les territoires engagés s'engagent à faire quoi? Aujourd'hui, dans les territoires à énergie positive, pour la croissance verte, ça représente 40 millions d'habitants sur tout le territoire national. C'est-à-dire qu'en fait, 2/3 des habitants sont couverts par des territoires à énergie positive pour la croissance verte. Aujourd'hui, je pense qu'au niveau du terme territoire à énergie positive historique qu'on a introduit en 2011 et qu'on a progressivement défini, voilà, on va réaffirmer une certaine particularité parmi tous ces territoires-là volontaristes, de certains territoires davantage ruraux vers un objectif politique 100% renouvelable. Voilà. Et donc ça, cette reconnaissance-là, tous autant que vous êtes, si vous trouvez qu'il y a trop de TEPCV, essayez de rentrer sur une carte qui va valoriser spécifiquement des TEPOS, voilà, qui est quelque chose, peut-être le cran, on va dire, d'au-dessus en termes d'ambition politique. Et une dernière chose, c'est qu'on est aussi une entité par laquelle la voix des territoires s'exprime venant du bas. Donc autant, c'est vrai que tout le dispositif mis en place par le ministère sur l'accompagnement, notamment financier, est évidemment bienvenu. Je n'ai pas entendu le territoire se plaindre de ça. Simplement, aujourd'hui, on commence à voir apparaître des programmes. Typiquement, et ça date de cette semaine, alors je suis désolé, je suis quand même obligé d'en parler, on va réserver au territoire à énergie positive pour la croissance verte le bénéfice du remplacement des convecteurs électriques par d'autres convecteurs électriques, mais smart, et plus efficaces, plus intelligents, etc. Bon, depuis l'invention de la physique, on convertit 1 kW d'électricité en 1 kWh de chaleur, ça n'a pas changé. Donc un convecteur électrique smart, il produit autant de chaleur qu'un convecteur électrique pas smart.
Bon, voilà, ça c'est des choses sur lesquelles les territoires réunis au sein du réseau peuvent aussi s'exprimer. D'ailleurs, si je le fais, c'est parce que les gens du réseau m'ont dit c'est quand même pas superbe comme mesure, et c'est pas celle qu'on va privilégier avant tout. Voilà. Donc, en tout cas, c'est aussi l'espace par lequel les territoires collectivement peuvent échanger. Alors, je parlais de l'échelle nationale, mais ça peut être aussi les échelons régionaux. Il y a des programmes régionaux. Bon, c'est toujours intéressant aussi de proposer aux régions des modalités de mise en œuvre de programmes qui peuvent sembler plus opérationnels au territoire. Et c'est le rôle qu'on va prendre aussi au sein du réseau. Je m'arrête là. Je vais passer la parole à Fabienne Cluzel, voilà, directrice, alors je la formule, je suis désolé, de l'ingénierie des services techniques, voilà, de la communauté de communes du Thouarcé, qui va vous donner un certain nombre d'éléments pratiques, notamment pour la suite de l'aventure pour aujourd'hui. Donc Fabienne, je te laisse la plateforme. Merci. Bonjour tout le monde. Donc, c'était pour vous préciser qu'à l'issue de la plénière, vous allez pouvoir vous rafraîchir en bas. On vient d'installer ce qu'il fallait. En fait, dans les arcades, vous allez voir, il y a le courant d'air, vous serez au frais. Et par contre, les gens qui sont prévus pour les visites de site, il ne faudra pas trop tarder. Les bus vous attendent déjà en fait, au niveau du point navette. Vous suivez l'itinéraire qui est balisé piéton, en passant par la tour Prince de Galles ou en passant par l'escalier des remparts. Les bus sont déjà en place. Il y a un accompagnateur par bus en fait, qui vient de la Comcom pour la visite. Pour toutes les autres informations, il y a un certain nombre d'affichages qui existent sur les panneaux dans l'accueil. Et s'il y a des questions particulières, vous avez encore des gens à l'accueil derrière les bornes, notamment pour des histoires de covoiturage ou d'hébergement. Pour la restauration ce soir, les gens qui se sont inscrits, donc c'est à partir de 20h dans le chapiteau en bas des remparts, que vous avez peut-être pu voir en venant à pied. Dans l'intermède, pour ceux qui ne vont pas aux visites, l'espace partenaire va être de nouveau ouvert et accessible avec un espace bar pour également se rafraîchir. Voilà. Je vous souhaite une bonne continuation et puis donc à ce soir ou à plus tard.